Au cours de la réunion de la semaine dernière, la réunion des chefs d'État à Abuja, la CEDEAO a indiqué que la recherche d'une solution pacifique, en quelque sorte, d'une sortie de crise, était la voie privilégiée. Ça, je pense, encore une fois, sans comment dire, exclure les autres options, on y reviendra probablement, mais la recherche d'une solution pacifique à la crise est privilégiée aujourd'hui. Alors c'est difficile parce que vous avez vu qu'ils ont refusé de recevoir, ne serait-ce que de recevoir les délégations envoyées par la CEDEAO. Il y a eu également une délégation d'un chef coutumier du nord Nigeria qui n'a pas été reçu, qui à ma connaissance n'a pas été reçu. Par contre, je crois que ces derniers jours, en effet, des chefs religieux, des intermédiaires ont été reçus et ont pu ouvrir un dialogue. Donc il y a ce qu'on entend. Donc en fait, on voit bien que les fils ne sont pas complètement coupés. Donc je pense que il existe différents canaux probablement. Alors les canaux visibles dont on entend parler, hein, des délégations notamment de chefs coutumiers, de chefs religieux qui sont reçus et qui dialoguent avec les putschistes, et puis probablement aussi des canaux dont on n'entend pas parler pour ouvrir ce dialogue. Enfin, disons que ce n'est pas été la voie privilégiée aujourd'hui par les putschistes qui, encore une fois, ont refusé, eux, de recevoir la délégation officielle envoyée par la CEDEAO. Alors moi, je dirais que le premier danger aujourd'hui, et de loin, c'est quand même la présence d'extrémistes, de terroristes extrémistes, djihadistes, notamment avec Al-Qaïda au Sahel, avec évidemment l'État islamique, alors plus au sud avec Boko Haram, et cette présence qui est massive et qui s'est renforcée. Je pense que plus de 50% aujourd'hui, largement plus de 50% du territoire malien et du territoire burkinabé n'est pas contrôlé par l'État central. Et les actes de terrorisme se multiplient ces derniers temps. Donc je pense que le premier danger est là. Alors évidemment, si de surcroît, à l'occasion d'une intervention militaire pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions, il y avait une confrontation avec non seulement les putschistes nigériens, mais aussi une partie de l'armée malienne et de l'armée burkinabé. Évidemment, il y aurait un risque majeur de confrontation et de déstabilisation sévère de la région. Cependant, objectivement, je vois mal aujourd'hui l'armée burkinabé et l'armée malienne se détourner en quelque sorte de l'action qu'ils conduisent aujourd'hui, notamment dans la zone des trois frontières, mais pas seulement, dans leur lutte contre les mouvements islamiques, qu'il s'agisse donc de l'État islamique ou d'AQMI. Je ne crois pas à cet embrasement général, à une guerre conventionnelle entre d'une part les États dirigés par des régimes militaires putschistes et les États démocratiques de la région. Mais l'avenir nous dira ce qu'il en sera. De mon point de vue, les enjeux économiques sont mineurs, ils sont largement au second plan. On a beaucoup parlé au moment du coup d'État de l'uranium au Niger. Bon, dans les années 70, la France s'approvisionnait pratiquement exclusivement au Niger. Elle a toujours effectivement des mines au Niger, mais aujourd'hui, l'approvisionnement depuis le Niger représente à peu près 17% de l'approvisionnement français. Le Niger est le troisième fournisseur de la France. La France a énormément diversifié ses sources d'approvisionnement en uranium. Il en est de même pour l'Union européenne. Vous savez, on a des investissements directs étrangers des pays européens dans ces pays qui sont tout à fait marginaux. Hein. Un exemple, au Niger, le stock d'investissement français au Niger, c'est 500 millions d'euros, je crois, en 2021. C'est pratiquement 150 milliards d'investissements directs de la France en Belgique. Alors la comparaison est un peu osée, mais ça montre bien, si vous voulez, le côté, disons, insignifiant de la dimension économique. Donc l'enjeu, il est beaucoup plus géostratégique.
Et donc notamment, évidemment, en premier lieu, au regard de cette menace islamique, puisque notamment par exemple pour l'État islamique, il y a une volonté de reconstituer en quelque sorte un califat dans cette région. Il y a une volonté chez Al-Qaïda au Sahel d'étendre la déstabilisation aux pays côtiers. Donc là, il y a un véritable enjeu, un enjeu géostratégique en quelque sorte. Et puis l'autre enjeu, il est dans cette opposition que j'évoquais tout à l'heure entre d'une part les pays occidentaux, le bloc occidental, avec y compris d'ailleurs dans ce bloc occidental des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Nigeria, et les pays dirigés par des régimes autoritaires, non démocratiques, et il y a qui s'opposent sur de plusieurs points de vue, qui s'opposent sur le mode de gouvernance, qui s'opposent sur un certain nombre de valeurs culturelles, et donc par conséquent, il y a, et on voit bien aujourd'hui un pays comme le Mali, la Centrafrique également, le Soudan dans une certaine mesure, peut-être probablement bientôt le Burkina, sont sous influence, disons, russe, et notamment à travers Wagner. Et donc, c'est en quelque sorte par proxy interposé, comme on dit, une opposition avec le bloc occidental libéral. Donc l'enjeu, il est beaucoup plus géostratégique. Il y a un risque, en quelque sorte, de déstabilisation et de contamination, en quelque sorte, de ce qui se passe aujourd'hui au Sahel central, à l'ensemble du Sahel, voire à des pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, voire Afrique centrale également, si on pense au Cameroun par exemple, et peut-être même aussi Afrique du Nord, hein, certainement, puisque on a aussi tous ces mouvements migratoires qui sont importants, alors qui vont une partie, mais finalement une partie infime, va vers l'Europe, mais la grande partie des flux migratoires depuis ces régions-là, c'est plutôt à destination de l'Afrique du Nord. Et on voit bien aujourd'hui les difficultés qu'un pays comme la Tunisie rencontre avec ces flux migratoires et ces risques de déstabilisation. Donc l'enjeu, il est beaucoup plus géostratégique à mon avis. Les États-Unis ne sont pas dans tout le Sahel. Mais par contre, il est clair qu'ils sont fortement implantés pour des raisons historiques, conjoncturelles aussi, fortement implantés au Niger. Ils ont, je crois, une base avec 1200 hommes. On parle aussi d'une base de la CIA. Ils ont une base de drones importante pour toute la surveillance de la région. Et ça, bien avant cette crise. Les États-Unis et la France coopèrent dans la lutte contre le djihadisme à partir de... Donc je pense qu'il n'y a pas, à mon avis, alors, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de compétition entre la France et les États-Unis, qui sont clairement alliés dans la lutte contre le djihadisme et alliés aussi pour la défense de la vision en quelque sorte libérale des démocraties libérales, la défense dans cette partie du monde. Alors après qu'il y ait sur certains points des appréciations qui peuvent diverger, bon, c'est évident. Mais je pense que fondamentalement, la France et les États-Unis aujourd'hui sont sur la même ligne, que ce soit vis-à-vis de l'influence islamique radicale ou vis-à-vis aussi de l'influence russe. Oui, alors c'est une question importante. Je pense que cette nouvelle stratégie était en train de se mettre en place, peut-être aussi d'ailleurs de s'affiner. Et moi, ce que j'ai compris après le retrait de Barkhane du Mali, c'est que la France, du point de vue militaire, souhaitait rester présente dans cette région, mais à condition, et ça c'est important, qu'il y ait une demande de la part des pays et en partenariat et en accord par conséquent avec ces pays. Donc ça c'est vraiment un point élément. Il ne s'agit pas d'imposer une présence française. Il faut que les autorités de ces pays, les autorités légitimes de ces pays, expriment une demande claire pour une coopération avec la France. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a un deuxième sujet, c'est que, et ça c'est vrai dans d'autres domaines également, en domaine économique, il ne faut pas faire à la place
des premiers acteurs concernés, des pays. Donc les pays, ils doivent ils doivent avoir la main sur et être aux commandes en ce qui concerne leur stratégie, leur vision à la fois évidemment politique, mais également sur le plan militaire. Et dans cette perspective-là, dans ce cadre-là, la France peut apporter un appui. Ce qui était très intéressant au Niger, à la demande du président Bazoum et l'armée française qui était présente au Niger, c'est qu'en fait, il y avait en quelque sorte un étroit partenariat au niveau du commandement entre les forces nigériennes et les forces françaises. Et les opérations qui étaient menées se faisaient sous commandement nigérien avec l'appui de la France. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'évolution. Et puis peut-être aussi en termes de visibilité, des bases moins visibles, qui ne soient pas des enclaves, mais des bases plus discrètes et surtout des bases ouvertes à la fois comment dire, aux militaires du pays concerné, voire aux militaires de pays voisins pour en faire en quelque sorte des bases multinationales et évidemment en mettant un accent fort sur la formation également, de manière à ce que ces armées, partenaires donc de pays occidentaux dont la France, puissent se prendre en charge également et puissent assumer seules finalement à terme les actions qu'elles peuvent mener, que ce soit en termes de défense du territoire, en termes de lutte contre le djihadisme. Et voilà. Non, je pense que si vous voulez, dans le contexte qu'on évoquait, c'est-à-dire où la France est un peu le bouc émissaire, je pense qu'il n'est pas envisageable que la France intervienne militairement. Si quelqu'un doit intervenir aujourd'hui, c'est bien les forces de la CEDEAO, les forces régionales, notamment avec leurs brigades qui étaient destinées à lutter contre le terrorisme et contre les coups d'État, mais aussi et surtout, disons, avec des contingents des armées nationales qui seront mises à la disposition de la CEDEAO. Est-ce qu'il y a un rejet général? Moi, je ne peux pas dire ça, si vous voulez, parce que quand on voit une manifestation à Niamey dimanche dernier avec 30 000 personnes, bon, ça fait des images, la presse s'empare de ces images, évidemment, c'est très frappant, disons, mais en réalité, 30 000 personnes, c'est pas grand-chose à l'échelle d'un pays comme le Niger. Aujourd'hui, il y a au Niger des manifestations en faveur, alors je ne dis pas de la France, mais en faveur du président Bazoum. Et ces manifestations, on ne les voit pas. Évidemment, les militaires ne vont pas les montrer. Donc je m'interroge beaucoup sur l'étendue, en quelque sorte, et la réelle portée de ce sentiment anti-français. Il y a des minorités, clairement, qui sont très agissantes, qui sont très visibles sur les médias, sur les réseaux sociaux et qui sont très vindicatives vis-à-vis de l'Occident d'une manière générale et de la France en particulier. La visibilité qui leur est donnée est très forte. Je ne suis pas certain qu'elle soit représentative de l'ensemble de la vie de l'opinion. Alors il y a différentes tendances. Je pense qu'il y a, bon, évidemment, c'est le rôle de la presse. Il y a une retranscription objective et neutre de ces événements avec un suivi, une couverture médiatique assez importante. Je le constate moi-même. Et donc un intérêt en quelque sorte des médias. On pouvait d'ailleurs regretter finalement après le déclenchement de la guerre par la Russie en Ukraine, qu'il y ait moins d'intérêt, une tendance que l'on observe, alors qui n'est pas générale dans la presse, mais que l'on constate dans certains éditos ou certaines tribunes, qui tendraient à vouloir en quelque sorte légitimer ou donner une certaine légitimité au coup d'État selon les principes de la défense de la souveraineté de ces États, notamment le Niger aujourd'hui, au nom d'un certain indépendance ou panafricanisme qui reviendrait en force. Moi, je pense que de la part de certains intellectuels et de la part d'une partie de la presse, cette tendance-là est très dangereuse. Je crois qu'il faut être clair. Il y a des gouvernements qui sont issus de processus démocratiques et si on n'est pas satisfait de ces gouvernements, eh bien il y a des élections, il y a un processus électoral
il y a des possibilités de grève du point de vue économique, par exemple, mais on ne peut pas accepter effectivement et légitimer et donner une caution finalement à des actions militaires, à des actions de coup de force pour renverser des régimes démocratiquement élus. Donc je suis quelquefois, pour vous me poser la question, je pense que c'est pas général, mais il y a une partie des observateurs qu'on voit dans la presse qui ont tendance à vouloir légitimer ce coup d'État au nom du souverainisme africain ou nigérien en l'occurrence. Il y a des déclarations qui sont faites. Je pense que le ministre le ministre des Armées, donc Sébastien Lecornu, le week-end dernier, je crois, a donné une interview dans le journal Le Var Matin et a exprimé sa grande inquiétude face à la situation et au risque de recrudescence ou d'accentuation à nouveau des mouvements terroristes à partir de cette région. Non, le gouvernement ne se désintéresse pas du sujet. Je pense qu'il y a deux aspects. Le premier, c'est que il y a une communication, là, clairement. Sébastien Lecornu s'est exprimé là-dessus. J'entends aussi des députés, membres notamment du groupe d'amitié parlementaire franco-nigérien qui s'expriment régulièrement. Donc il n'y a pas de désintérêt. En revanche, je pense que dans le contexte extrêmement compliqué de cette relation entre la CEDEAO et les putschistes nigériens, je pense qu'il faut aussi être prudent. Donc les déclarations de la CEDEAO la semaine dernière à Abuja ont été approuvées par la France. C'est donc ce qui a le mérite effectivement d'exprimer un point de vue très clair. Mais je crois que ce n'est pas la peine d'épiloguer pour le gouvernement, il n'a pas intérêt à développer davantage cette prise de position en faveur donc des décisions d'Abuja et de la CEDEAO pour ne pas accentuer en quelque sorte les tensions. On voit bien que dans leur communication, les putschistes nigériens cherchent à mettre en avant la France, à impliquer la France, parce qu'ils savent que ça peut être un élément fédérateur d'une partie de la population. Donc il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Les conséquences. Ouais. Bon, je pense que, si vous voulez, les crises dans cette partie du Sahel, elles sont nombreuses et elles sont anciennes. Alors, c'est clair qu'on parle beaucoup du terrorisme, du risque djihadiste extrême. Mais il y a aussi, vous avez raison, des affrontements ethniques, ancestraux, qui renaissent aujourd'hui du fait de cette instabilité. Ensuite, on a quand même une opposition entre différentes religions. Bon, on peut penser évidemment chrétiens, musulmans, mais je dirais peut-être... alors au Burkina, on a évidemment un pays qui se partage entre des chrétiens et des des chrétiens et des musulmans, pardon. Mais je dirais qu'il y a aussi un risque d'opposition forte entre... différentes visions de l'islam. Bon, généralement, ce sont des régions où on a un islam sunnite, mais d'inspiration soufiste, plutôt originaire d'Afrique du Nord, extrêmement tolérant, ouvert au dialogue. Et c'est une constance qu'on retrouvait partout, effectivement, dans les pays sahéliens. Et on voit bien que depuis quelques années, dizaines d'années, il y a une influence, une tentative d'influence d'un islam plus rigoriste, donc un islam wahhabiste, sunnite wahhabiste, et qui s'est exprimé à travers aujourd'hui des mosquées, des écoles coraniques, mais qui est tenté aussi par l'accession au pouvoir. Tout ça pour dire qu'on a et en ce sens, l'Algérie a raison, il n'y a pas que le risque islamiste, il y a d'autres risques ethniques, religieux. Il y a évidemment, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, le risque important de confrontation entre le bloc occidental libéral et le bloc des régimes autoritaires qui s'expriment aujourd'hui sur le théâtre de l'Ukraine, mais qui pourrait fort bien, et qui commence à s'exprimer de manière très forte sur le théâtre. Je pense que c'est une vieille histoire. Bon, déjà, il y a un contexte qui est favorable, c'est la pauvreté, l'extrême pauvreté. On est quand même dans ces pays, parmi les pays les plus pauvres du monde, et avec un niveau de chômage très important pour les jeunes notamment, pas de perspective d'avenir,
Et ça, je crois que c'est vraiment extrêmement destructeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont aucune, dans la plupart de ces pays, notamment dans les zones rurales, n'ont aucune perspective d'avenir prometteuse. Donc là, il y a l'échec des politiques économiques dans ces pays qui explique finalement le maintien d'un terreau favorable à ces mouvements terroristes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que, et de ce point de vue-là, l'Algérie est au premier rang, en quelque sorte. Il y a une histoire aussi. Vous vous souvenez, quand dans les années 90-2000, le gouvernement algérien, à juste titre, comment dire, mené une guerre dure contre le GIA. De nombreux chefs du GIA se sont réfugiés au Mali, au nord Mali. Et ils y ont prospéré finalement pendant plusieurs années. Prospéré notamment sur des trafics, en vivant sur des trafics importants de cigarettes, d'armes, de drogue. Vous vous souvenez des différentes péripéties à l'époque d'ATT au Mali, etc. Et puis ont pu aussi créer des alliances avec des groupes sur place, quelquefois même avec les Touaregs, ce qui a débouché sur la crise de 2013 avec une alliance en quelque sorte entre ces différents groupes et une tentative de déstabilisation jusque Bamako. Bon. Il y a aussi, évidemment, il faut le souligner, l'effondrement du régime libyen avec de nombreux militaires sahéliens qui étaient incorporés dans l'armée libyenne et qui sont repliés dans leur pays d'origine avec des armes et qui n'ont pas du tout l'intention de se conformer en quelque sorte aux règles de ces pays. Donc en fait, il y a tout un environnement lié à la situation économique, lié aux crises extérieures, algériennes, libyennes, peut-être d'ailleurs aujourd'hui Soudan en ce qui concerne le Tchad, puisqu'il y a beaucoup de réfugiés soudanais qui se retrouvent au Tchad. Et on sait que dans le passé, on a vu que c'était source de conflits possibles. Donc un environnement qui est extrêmement propice pour ces deux raisons au développement et au maintien de ces groupes djihadistes. Merci beaucoup. Voilà.